Tout d'abord, avant de commencer cette canne-là, avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier les 250 abonnés qui sont venus sur ma page. Et tout, oui, merci à vous, merci merci à vous de venir à la page, merci aux abonnés. C'est vrai que là, vous pouvez voir un peu beaucoup de trucs sur le Sénégal et beaucoup plus de trucs. Je suis un Camerounais qui vit au Sénégal déjà depuis plus de 12 ou 15 ans déjà, on va dire. Je pense que même si je suis quand même seulement un Camerounais, je crois que je comprends un peu ce pays-là, puisque j'y vis depuis 15 ans. Et globalement, supporter du Sénégal, bien entendu, supporter du pays, de la Teranga. Bon, tout n'est pas parfait comme dans chaque société. Aucune société n'est parfaite. Chacun a ses trucs, mais globalement, ma vie au Sénégal est très positive. Elle est très très positive. D'ailleurs, même je vis avec une famille sénégalaise. Donc, c'est pour dire un peu le délire un peu. Et ma page, généralement, c'est un peu une sorte de journal que j'ai décidé de créer un peu où, globalement, je fais un peu mes trucs sur mes passions personnelles, que ce soit le foot, la musique, le cinéma. Je parle souvent le foot, mais le foot un peu moins maintenant. Sûrement, mais peut-être dans les moments internationaux ou quand il y a des trucs. Le foot, c'est une passion. Parfois, je trouve qu'on en parle un peu moins bien maintenant dans les réseaux sociaux avec l'avènement des TikTok et des influenceurs de foot. J'enlève Stan de Outsider parmi les Stan, Willow, Alex Da Castro et comment il s'appelle encore là, les comptes de foot un peu. Et il y en a d'autres encore hein, que je trouve des gars qui sont de vraie qualité, qui pour eux c'est vraiment le jeu et le football et la passion du football qui mettent en avant. Le reste du temps c'est des délits de partisans, des délires un peu qui sont pas parfois cool et qui gâchent un peu l'analyse un peu de ce sport-là, qui avant tout n'est qu'un jeu. Et ça, il faut répéter ça. Le football n'est qu'un jeu. C'est un jeu qui peut générer énormément de passion, mais c'est qu'un jeu à la fin. Donc, tous les dérives qui peuvent pouvoir provoquer, comme je vois, on dit, ouais, regardez ce que les Marocains ont fait là, ils ont traité de singe. Moi, je vois ça comme une simple minorité. Regardez là, l'autre a fait ça. C'est un peu du ridicule pour du ridicule un peu. Je pense qu'il faut être au-dessus de tout ça. Parce que c'est du sport, ce n'est qu'un sport, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu, un jeu qui peut être plaisant à regarder, un jeu qui peut générer des passions. Mais qu'un jeu, ça doit rester le tel. Donc voilà, merci à vous pour les abonnements et tout. Et après, le truc, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de faire un peu un récapitulatif des plus grands sélectionneurs un peu de l'histoire du football sénégalais. Et parmi les plus grands sélectionneurs de l'histoire du football sénégalais, j'ai décidé de choisir juste 3. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais j'ai choisi 3. Je vais enlever les Alain Giresse, comment il s'appelle encore Karim Séga Diouf aussi, j'enlève, même si c'est un personnage important du football sénégalais. Mais je l'enlève aussi. Et j'ai enlevé qui encore dans le truc. Oui, l'adjoint de Deschamps là. Il était sélectionneur du Sénégal à un moment donné, si je me trompe pas. J'ai oublié encore son nom. L'adjoint de Deschamps là, actuellement en équipe de France là. Lui aussi, je l'enlève aussi. Claude Leroy aussi, je l'enlève. Moi, la legacy de Claude Leroy est beaucoup plus grande au Cameroun qu'au Sénégal. Claude Leroy, je l'enlève aussi de là-dedans. Mais je vais parler de 3 noms, les 3 visages qui sont apparus devant votre écran. Pape Thiaw, Bruno Metsu et Aliou Cissé, qui sont peut-être de la même figuration, puisque c'est des mecs qui sont un peu de la même génération, la génération 2002. Et on va commencer un peu pour le premier un peu, Bruno Metsu. Bruno Metsu qui a été sélectionneur du Sénégal pendant 2 ans. Après avoir été sélectionneur de la Guinée, lui qui était un gars qui tournait un peu à Sedan, à Valenciennes, à Lille, un peu en tant qu'entraîneur et qui a eu une carrière assez honorable un peu en France. Passé par Lille, passé par Nice, passé par Valenciennes et tout. Et qui, comme
coach Toubab des années 90, 2000 un peu, essayait de se faire un nom en Afrique pour plus ou moins gagner un peu une renommée internationale un peu en tant que sélectionneur, parce que c'était un peu la mode en ce moment, c'est-à-dire venir en Afrique, devenir un sélectionneur africain, donner des sélections Afrique et faire un peu un exploit avec cette sélection-là pour pouvoir après avoir un meilleur contrat ailleurs. C'était un peu souvent le délire. C'était quelque chose qui me dérangeait souvent parce que, bon, à cette époque-là, on prenait des gars qui n'avaient pas vraiment un pédigré grand en Europe, pour ne pas dire des ratés en Europe, qui ont fait des D2, D3, qui n'ont même pas forcément de pédigré et venaient chez nous aussi, alors que on avait des techniciens locaux qui pouvaient faire exactement l'affaire. C'était un peu la mode à l'époque et ça, moi déjà à l'époque, ça m'agaçait beaucoup. Et Bruno Metsu, voilà, c'était le sélectionneur de Tuc. C'est le premier gars qui a amené le Sénégal en quart de finale. C'est le premier gars qui a amené le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique et en quart de finale aussi de la Coupe du Monde. Mais pour moi, le vrai gars derrière Bruno Metsu, c'était Bokandé. Jean-Luc, c'est Jean... Comment on dit? C'est Bokandé, je sais pas, c'est Jean Bokandé, je sais plus quoi. Ouais. Bokandé qui est pour moi la première lumière du football sénégalais. C'est de par lui que le Sénégal est sorti en tout cas sous une manière footballistique de la pénombre, hein, parce que le vrai manager, le vrai gars, le truc, c'était Bokandé. C'est lui qui a fait cette sélection là. C'est par lui et autres et tout que cette sélection a pu se gérer et autres et tout. Un bon mix un peu, et plus ou moins cette génération de 2002 là, c'est quelque part le reflet aussi d'une victoire un peu du football français, parce que vraiment le Sénégal de 2002 c'est la victoire du football français. Vous allez dire, mais pourquoi tu dis que c'est la victoire du football français? C'est pas les Français, c'est nous les Sénégalais qui avons gagné. Non, les victoires sont beaucoup, s'explique. La plupart des mecs là que vous voyez là, ils seront la plupart, les Ferdinand Coly, El Hadji Diouf, Alilou Fadiga, etc. Plus de la moitié des joueurs jouaient en France. Plus de la moitié des joueurs étaient même formés en France, dans les centres de formation français. Pour la moitié des gars, plus la plupart des gars étaient même déjà des binationaux. Habib Beye était un binational qui était formé au PSG. Fadiga, il est né au Sénégal, mais il a grandi en France, mais sa formation était vraiment fort au PSG avant de partir au Red Star. Ferdinand Coly encore pareil, et autres et tout. C'est la plupart des gars, c'est des mecs qui jouent du championnat de France, et c'est vraiment la victoire du football français derrière ça, parce que même si vous avez battu la France, même si vous avez battu le truc, le Sénégal qui bat la France en 2002, c'est comme un peu la France qui bat l'Italie en 98. Je m'explique. La victoire de l'équipe de France en 98, c'est pas une victoire véritablement française, c'est une victoire italienne. Parce que la plupart des mecs qui étaient en 98 là, sur les 23, 20 ou 19 jouent en Italie ou sont passés en Italie. Le meilleur joueur est en Italie, le deuxième meilleur joueur est aussi en Italie et le capitaine est en Italie. La défense française est presque italienne. Laurent Blanc est passé par l'Italie à Naples. Marcel Desailly était au Milan aussi. Thuram était à part. Avec Lizarazu qui était au truc. Regardez même le 11. Après, quand tu faisais le milieu de terrain, là, petit, pour ta petit, tu as Deschamps. Parfois on mettait, parfois c'était Karambeu, parfois c'était Bogossian. Deschamps et Karambeu. Deschamps était à la Juve, Bogossian était à, comment on appelle ça? Était allé à Parme et la Sampdoria. Karambeu, c'est quelqu'un qui était passé par la Sampdoria, même si à l'époque il était au Real Madrid. Les deux meilleurs joueurs de l'équipe, Zidane et Djorkaeff, Juventus Inter. Ce que vous voulez que je dise, regardez même les remplaçants, Candela, etc. Ils sont tous en Italie. Donc c'est une victoire italienne. Donc quand vous voyez France-Italie, là, c'était même presque des jumeaux qui s'affrontaient en quart de finale. Donc c'était une victoire plus italienne qu'une victoire française. Et tout, et c'est la même chose avec le Sénégal de 2002. C'était une victoire beaucoup plus française parce que la plupart des joueurs étaient formés en France. Formés en France et jouaient dans des équipes
Même pas. Il y avait peu de stars encore qui étaient en Angleterre. Le Sénégal de l'époque, il n'y avait pas encore les stars qu'on pouvait rencontrer en Angleterre et autres. Tout. Le plus haut pavé joueur sénégalais, c'était le championnat de France. C'était rarement l'Angleterre, rarement l'Italie, rarement le truc, c'était la France. C'était le plus haut à l'époque. Bokandé, il a une grande carrière africaine, mais son nom, c'était en France. C'est en France qu'il jouait à Metz. C'est pour ça même qu'il y a un rapport même avec Metz très fort au Sénégal. Parce que Bokandé, son nom, si je me trompe pas, hein, là où il a fait comment on appelle ça, là où il était énorme, c'était quand il était à Metz, si je me trompe pas, et tout. Même si c'est un enfant de la Casa Sport aussi. Mais voilà quoi. Et faut pas oublier, dans cette génération là, elle a été incroyable. Et beaucoup aussi je me rappelle pas les trucs de 2002, venaient du Giraffe, si je me trompe pas. Hein. Beaucoup de gars là venaient aussi des formations du Giraffe, mais c'est beaucoup le football français. Quand je vois la victoire de 2002, le truc de 2002, j'ai dit, mais ça, les Français peuvent crâner ici, là. Ça, c'est leur victoire. D'habitude, dans le foot, les Français, je ne vois pas beaucoup de choses que les Français peuvent dire qu'ils ont inspiré, mais c'est vrai que pour le Sénégal, c'est la victoire un peu française, là, derrière. Parce que, beaucoup de gars jouaient là-bas. Et pour moi, Methu, c'était un accompagnateur. Moi, le vrai coach derrière, c'était Bokandé. C'était un accompagnateur. C'était pas vraiment un gars qui fait le truc très sympa et autres et tout, quelqu'un qui a positionné un peu comme Gustavo Poyet à Chelsea en 2012. C'est comme ça que moi je le vois. C'est pour ça qu'il a été très malin. Et si on regarde même sa carrière, il n'y a que ce fait d'armes là avec lui. Parce que quand tu regardes après, il est parti en Arabie Saoudite et même là-bas, c'était pas ouf. Avant ça, il n'y a pas quelque chose de ouf. Donc c'est juste un mec qui est tombé au bon moment, à la belle époque, à un groupe qui a voulu faire une histoire en 2002 et après malheureusement même ce groupe après 2002 ils ont complètement valsé puisque comme d'habitude le défaut de l'homme souvent sénégalais c'est dès qu'il commence à gagner il perd la tête et cette génération 2002 a perdu la tête après 2002. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc Bruno Metsu, moi je le mets pas truc. Moi je le mets pas haut, c'est juste un concours de circonstances qui a été favorable avec lui. Je ne mets pas trop de trucs là-bas. Et ensuite, on va passer par le monsieur qui a vécu des vertes et des pas mûres à la sélection sénégalaise. Qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il fut insulté et qui est toujours dans la continuité. Enfant de Ziguinchor, l'enfant de Ziguinchor après qui a grandi après dans le Val-de-Marne, un bon Parisien après, qui est un gars formé à Paris, non, aussi, à l'UCC, et qui fut qui est le sélectionneur qui a apporté la première Coupe d'Afrique au Sénégal. Sélectionneur un peu que je pourrais un peu classifier un peu comme un mec un peu qui a été beaucoup formé par Karim Séga Diouf. Parce que si le Sénégal, Aliou Cissé a été truc, il était l'adjoint de Karim Séga Diouf dans la fabuleuse équipe olympique, puisque c'est de là où vient l'histoire vraiment du football. C'est l'histoire récente du football sénégalais commence vraiment à partir de cette génération de 2012, Koulibaly, Sadio Mané, blablabla. On connaît la chanson. Et tout, il était déjà l'adjoint de Karim Séga Diouf. Et je pense souvent dans le mental qui a été fait et tout, ça partit de Karim Séga Diouf là. C'est pour ça que je parle beaucoup de lui. Et tout. Et l'autre qui était son adjoint, Aliou Cissé a plus ou moins continué un peu le boulot que l'autre avait fait, Karim Séga Diouf, avec ces jeunes de l'équipe nationale, dans un style qui n'était pas ouf. On va pas se mentir, le style n'était pas vraiment ouf. L'équipe nationale du Sénégal ne produisait pas un jeu de ouf, d'où son surnom un peu ironique de El Tactico. Beaucoup dans le même mindset de combativité, abnégation et beaucoup de choses. L'équipe de 2022 n'est pas forcément une équipe très belle à voir jouer.
Peut-être celle de 2017 avait un certain jeu, mais c'était pas vraiment un tacticien, mais c'était beaucoup plus un homme qui savait gérer son groupe qu'il avait construit depuis 2012 et qu'il a réussi à prendre le temps à bosser pendant longtemps et qu'on a aussi donné aussi beaucoup plus de crédit aussi que beaucoup de crédit aussi à l'UCC, hein. Il a beaucoup travaillé sur ça. Maintenant, c'est vrai que c'est pas un grand tacticien, le gars. C'est pas un grand tacticien. On va pas faire comme si c'était un grand tacticien de ouf. Mais l'esprit de corps qu'il a réussi à créer avec cette équipe nationale là, pendant cette période-là. Et surtout, il a eu le temps de... Il a duré combien? Il a duré presque 10 ans hein, dans cette sélection-là. 10 ans où il a construit son groupe. Son groupe qui était déjà parmi la sélection olympique. Et ça, je dois lui avouer que ça a été un peu son truc. Et il y a eu un changement de mentalité du footballeur sénégalais à partir de son mandat. Ça, je dois avouer. Et tout. Et qui s'est couronné avec 2 participations à la Coupe du Monde, dont une où il est sorti au deuxième tour en 8e de finale, alors qu'il n'avait même pas son meilleur joueur Sadio Mané. Une victoire à la CAN, une finale de la CAN et une élimination en 2017 alors que l'équipe pratiquait l'équipe a essayé de pratiquer un peu du jeu mais elle s'était fait piéger par l'équipe du Cameroun, Orico et tout. Et voilà, c'est un peu un bilan positif. Hein. Bon, la dernière CAN c'était un couac. Sa dernière CAN c'était un peu un couac avec l'équipe du national. Un gars qui a écrit aussi une belle histoire, peut-être même la première belle histoire, un peu la deuxième belle histoire de l'équipe du Sénégal, le premier trophée. Et il restera dans l'histoire comme ça là, dont je le mets quand même très important. Mais est-ce que je le mets devant? Non, moi je le mets deuxième. Bruno Metsu, je le mets troisième, mais lui je le mets deuxième. Et puis numéro 1, mon cher Pape Thiaw. Numéro 1, pour moi, c'est le plus grand technicien de l'histoire du football sénégalais, le gars là. Bordel que j'apprécie moyennement le gars, mais par rapport à ce que j'ai vu un peu, je vois du personnage depuis, je dois vous avouer, j'apprécie moyennement le gars. Mais moi, je ne suis pas que parce que je n'apprécie pas les gars que je ne donne pas les crédits. Pour moi, il est le plus grand tacticien et technicien de l'histoire du football sénégalais parce qu'il a complètement changé la façon dont le football sénégalais doit être sur le jeu. C'est la première fois que je vois dans l'histoire du football sénégalais une équipe produire du jeu comme ça. Quand on regarde cette CAN et quand on regarde même la CHAN qu'il avait faite déjà quelques années plus tôt, où il avait gagné ça avec Lamine Camara qui était un peu le leader de cette équipe-là, si je me souviens bien, contre l'Algérie, si je me trompe pas. D'ailleurs, c'est dommage que la CHAN n'existe plus parce que ça c'était aussi génial aussi. Pape Thiaw est un incroyable technicien, c'est un vrai passionné de ballon et un vrai gars qui a des idées de jeu qui peut rappeler toute proportion gardée des grands coachs comme je veux pas les dire Rinus Michels et autres et tout, mais c'est vrai que tu sens la vision Guardiola, De Zerbi, cette vision du foot qu'il a qui est vraiment offensif, et cette équipe qui est vraiment portée vers l'avant, qui essaie de dominer qui l'influence de Barcelone est là, hein, dans cette équipe sénégalaise. Ça va choquer ce que je veux dire, mais elle est là. Hein. Le pressing qui est très haut, la volonté toujours que son gardien ne dégage pas les ballons, mais essaie toujours de trucs. Vous voyez pas quand Edouard Mendy a toujours le ballon, il veut toujours jouer au pied pour contrôler et faire le jeu à l'avant. Quand vous voyez ses interviews, c'est toujours vouloir faire du jeu, on doit faire du jeu, on doit dominer notre adversaire. Donc normalement un coach dans le jeu qui me marque et que normalement je dois être fan, tu vois, parce que ces idées de jeu, le truc, et c'est le sélectionneur sénégalais qui a fait le mieux jouer l'équipe là, devant Aliou Cissé, devant le truc. Par exemple, j'ai une préférence humaine pour Aliou Cissé. Mais globalement, Aliou Cissé, c'était pas ouf sur le plan du jeu. Mais Pape Thiaw, c'est un autre délire. C'est un autre délire. L'équipe sénégalaise n'a jamais joué à ce niveau-là qu'avec ce gars.
Moi, je vais vous dire, le Sénégal a gagné ce CAN-là à 70%. Hein. Le Sénégal a gagné cette CAN-là à 70%. Il n'a pas gagné ça à 100%. Pas du tout. J'ai l'impression qu'il n'a pas. C'est pour ça que c'est la prochaine Coupe du Monde. Moi, je suis très, 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 très curieux de voir ce qu'ils vont faire à la prochaine Coupe du Monde. Ça risque d'être très surprenant ce qu'ils vont faire à la prochaine Coupe du Monde. Très, très surprenant. Au risque de, là, vraiment, avec ce qu'ils ont montré, avec cette domination dans chaque match, il n'y a pas une équipe qui a été dominée par... il n'y a pas une équipe que le Sénégal n'a pas dominé cette CAN-là. Il n'y a pas une équipe. Et sur le plan du jeu, c'était impressionnant. Même la finale. La finale. Et ça, c'est Pape Thiaw. C'est ça qu'il a ajouté. Il a dit, non, moi, j'ai une vision de truc. Donc, c'est pour moi, le grand technicien du football africain en ce moment. Et tout. Par exemple, dans son duel avec Regragui n'est pas un grand technicien. Regragui, c'est un grand, comment on appelle ça, un grand personnage du football africain, Regragui. Je veux même pas le truc. Parce que Regragui, pour faire un peu cette aparté, Regragui, quand même, c'est le gars qui a fait que une équipe comme Wydad gagne la Ligue des Champions africaine. Wydad, c'est rien dans le football africain de club. C'est rien, Wydad. Wydad, c'est absolument rien. C'est pas le Raja de Casablanca. Il a fait gagner une Ligue des Champions. Je sais même pas si c'est 2. Et en plus, il a amené le Maroc en demi-finale. Et là, maintenant, il a amené même le Maroc en finale de la CAN. Je sais que les Marocains sont très durs avec lui, je trouve, parce qu'ils trouvent un peu que le gars, c'est un peu le déchant truc. Mais de là où vient le Maroc, je trouve qu'ils sont très durs avec le gars, là. Mais sur le plan, Pape Thiaw est un plus grand technicien que Regragui. Ça, il n'y a même pas photo. Maintenant, mon problème avec Pape Thiaw, c'est que Pape Thiaw, il est exactement dans la même lignée des techniciens. Le problème des techniciens en général, quand vous voyez des Guardiola, quand vous voyez des Xabi Alonso par exemple, même aussi, ou des Herbi, et toutes les Christian Gourcuff, etc. Les techniciens, ce sont des gens qui ont des idées de jeu fortes, qui ont des trucs fortes et qu'ils arrivent à imposer ça à leurs équipes, et que quand ça marche, ça donne des équipes qui pratiquent énormément un beau jeu et qui sont plaisantes à regarder. Mais souvent sur le plan humain, ils sont pas forts. Sur le plan de la gestion humaine des joueurs, sur le plan de la gestion humaine de l'événement, de trucs et tout, c'est des gars qui sont pas bons là-dedans. C'est ce que vous avez pu voir par exemple avec Xabi Alonso avec le Real Madrid dernièrement, où vous avez vu dans un vestiaire qui a de fortes personnalités. Oui, à Bayer Leverkusen, il pouvait faire ce qu'il voulait. Là où il a gagné le championnat, il a amené le truc où il a presque été même invaincu. Un championnat allemand et tout. Là, il peut mettre ses idées parce qu'il y a des joueurs qui sortent des centres de formation, qui sont un peu plus jeunes. Donc c'est plus facile de pouvoir imposer sa vision du foot des jeunes. Mais quand les égos on entre dans un égo comme le Real Madrid où les égos sont surdimensionnés et tout, il se fait balloter et tout, parce que généralement les techniciens sont comme un peu des professeurs d'école. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Xabi Alonso. Et Pape Thiaw, il entre un peu aussi pour moi dans cette catégorie, parce que quand je vois sa gestion un peu des événements derniers, outre même pas seulement le spectacle navrant qu'il a donné, il a failli foutre le football sénégalais dans la pénombre à cause de sa sottise. Et je répète, c'était une sottise abyssale, qu'importe les injustices, c'était une sottise abyssale qu'il a failli faire là. C'est ses conférences de presse. Ces conférences de presse, il n'arrive jamais à calmer le jeu. Il met toujours de l'huile sur le feu. Ce qui fait que ça rend la situation beaucoup plus tendue. Sa gestion humaine est très compliquée et risque d'être problématique le moment où certains cadres comme Koulibaly, comment il s'appelle encore là, Koulibaly, Gana Gueye, oui, il fait partie des cadres et tout, mais il n'a pas un poids comme Koulibaly, et surtout s'il n'y a pas Sadio Mané. C'est pour ça que j'ai dit Sadio Mané doit rester toujours dans les arcanes
du football sénégalais, même en tant que président de la fédération après sa carrière. Parce que Pape Thiaw ne peut pas gérer des événements. Il n'a pas une gestion humaine très bonne. Il n'a pas une gestion des événements très bonne. Et quand ce genre de mec-là, quand les résultats ne vont pas aller dans les bons sens, même son propre vestiaire va imploser à cause du gars-là. C'est ce que j'ai vu à la finale de dimanche. Quand il a fait son truc là de dire que on met le haut et tout, il a failli mettre tout le monde en péril. Il fallait qu'il y ait un meneur d'hommes comme Sadio Mané pour qu'il sauve l'image la CAN, l'image du football sénégalais, l'image de l'équipe nationale, éviter une suspension qui allait durer 10 ans parce que vous alliez manger. Parce que quand je vois les gars qui disent ouais Pape Thiaw, il a fait le truc, ouais Pape Thiaw c'est un gars, ouais Pape Thiaw et autres et tout, vous n'imaginez pas le bullshit que vous alliez prendre, de la FIFA et de la CAF par rapport à ça. Pendant 10 ans, vous n'allez pas voir une compétition internationale. Peut-être même, les gars allaient pousser le délit très loin et vous faire même que vos générations de jeunes là. Vous imaginez les conséquences dramatiques. Vous allez dire, oui, mais on garde notre dignité. C'est pas la dignité, c'est pas ça. La dignité, c'est la réaction de Sadio Mané. La dignité, ce n'est pas pleurer. Et je suis désolé de le dire, hein. J'aime beaucoup les Sénégalais. Mais ça a été votre défaut pendant très longtemps dans la mentalité des joueurs sénégalais. C'est pour ça que vous ne gagnez pas. Pourquoi vous n'avez pas gagné pendant aussi autant longtemps et que vous gagnez maintenant? Pourquoi vous ne gagnez pas avant? Pourquoi vous ne gagnez pas avant? Vous ne savez pas? Parce que vous avez cette mentalité-là que j'ai vue encore. De trucs. Vous avez dit oui, les injustices, le Maroc, le truc et autres et tout. Bien sûr qu'il y a des injustices. Des équipes qui organisent la CAN et qui font des injustices, il y en a toujours, c'est le football. Bien sûr qu'on va favoriser l'équipe. Bien sûr qu'on va favoriser l'équipe, comment on appelle ça, l'équipe qui organise la compétition, ça arrive tout le temps. Allez demander à la Corée du Sud, aux Italiens ce qu'ils ont vécu avec la Corée du Sud en 2002. La Corée du Sud, tout qui refuse le but de Vieri, le match contre le truc, des fautes imaginaires et autres, des pénaltys refusés. L'Espagne, on a refusé un but de l'Espagne alors qu'il était totalement valide en point en cas, toujours contre cette équipe de Corée. Ça avait été scandaleux. Mais c'est normal, c'est le foot. Mais qu'on va toujours même Russie-Espagne de 2018, pareil. France 98. Ronaldo avant la R9, avant le match, 2 jours avant le match, il a une intoxication alimentaire qui sort de nulle part. Le mec il a 30%, 20%, il ne doit même pas jouer le match, mais il joue sous perfusion et autres et tout. Il joue sous perfusion ce match à 20% de ses capacités. Il y a des trucs, l'Angleterre en 66 dans sa Coupe du Monde qu'elle organise, où elle donne le but de Geoffrey Hurst, qui est imaginaire. Ces histoires-là arrivent tout le temps. Quand vous allez jouer une équipe, je veux même encore ajouter le Mali contre le Cameroun, où le Mali organisait sa CAN 2002 là, justement. Quand il y avait avant le match contre le Mali, quelques jours avant le match contre le Mali, Thomas Nkono, un grand joueur du Cameroun et membre du staff à l'époque, venait un peu faire un état des lieux du terrain un peu qu'il allait voir. Il essayait de regarder le terrain, comment le terrain va être. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une agression qui s'est faite sur lui par les policiers maliens et autres et tout. Ça a été une altercation parce qu'il disait qu'est-ce qu'il faisait là et autres et tout. Et il lui disait non, je suis un joueur. On a traité que là, je prépare le match de mon équipe nationale, là. On l'a enfermé, on l'a menotté. C'était un truc qui était allé dans le scandale. Même à un moment donné, au Cameroun, on a essayé de dire ouais, on va pas jouer le match par rapport à ce qui s'est arrivé à un autre membre de la staff. Les mecs sont venus s'excuser. Je sais plus si c'était le président de la fédération malienne qui est venu s'excuser ou le président malien. Je sais plus, je me rappelle plus. C'était même télévisé à l'époque. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. C'est pour ça que je trouve même que c'est génial parce que j'imagine pas ce que ça aurait arrivé à l'époque des réseaux sociaux, un truc comme ça. Ça aurait grossi, un truc comme ça. Par exemple, quand je parle souvent de cette anecdote-là, au Cameroun, je dis, mais je l'avais pas vu ça. Il dit oui, c'était arrivé. Bon, parce que, comme je l'ai dit, je suis un passionné de foot. Je regarde les petits détails comme ça. Je regardais déjà les petits détails comme ça à l'époque. Et, c'est arrivé de trucs, on a joué le match contre le Mali, on a gagné le Mali 3-0, on est passé quoi. Puis on gagne la CAN là à l'époque là. Donc c'est du B à bas.
Des injustices, il y en aura toujours. L'important, c'est de comment tu réagis après l'injustice. Et la réaction qui était noble, c'était Sadio Mané. Je préfère perdre comme ça. Je préfère perdre en jouant que quitter le truc parce que je suis désolé. L'attitude là, qui ressemble à l'attitude encore de 2004. 2004 quand Tunisie-Sénégal, c'est une attitude de lâche. C'est la lâcheté et de la pleurélie. Même si c'est vrai que c'est des injustices et qu'on peut se sentir lésé. Mais mettre en danger le football d'un pays, parce que quand vous faire que oui, je reste digne là et tout. Quand tu vas sortir, tu fais ce qui Pape Thiaw a fait là. Tu subis 10 ans sans participer au football, comment on appelle ça? Compétition internationale. 10 ans sans avoir de revenus qui entrent dans ton football. 10 ans sans avoir de développement dans ton football parce que vous ne générez plus aucune économie. Vous pensez que quoi? Vous pensez que ça vaut la peine par rapport à un match de foot de perdre ça parce qu'on a une injustice? L'injustice, ça existe dans le foot. Tout le temps. C'est comment on réagit. Après, s'il y a le match, vous commencez à insulter toute la terre entière et autres et tout. Oui, vous jouez le match, d'abord vous finissez. Vous sortez pas. Quand vous sortez au haut du tout, vous faites le truc. Après, vous faites quoi? Vous allez créer quoi? Vous allez créer tout ce bordel-là? Non, mais c'est pas sérieux. C'est là où j'ai dit non, Pape Thiaw, sur la gestion des événements, il ne sait pas gérer les événements. L'ambiance tendue et le truc qu'il a fait, c'était une mauvaise ambiance. C'est une mauvaise ambiance. L'ambiance est tout le temps tendue. Donc, s'il n'y a pas Sadio Mané, cette ambiance-là fout le camp. C'est Sadio Mané qui est resté le seul sur le terrain. Tout le monde était dans le vestiaire. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Oui, le truc sur le penalty là même, d'ailleurs, même, ça porte à interprétation. Le but non refusé ou tout, ça porte à interprétation. C'est toujours des trucs. Nous aussi, on a joué le Cameroun, on a joué le Maroc. Voilà, les gars nous ont dominé le match là déjà. Donc pour moi, je disais, on avait fait notre première mi-temps de la CAN et autres, tout ils ont dominé. Et après, quand il y a eu la faute sur Mbemo, j'ai dit bon, c'est vrai qu'il y avait une faute sur Mbemo, c'est vrai qu'il y a quelques décisions arbitrales qui vont dans le sens, mais bon, c'est normal, ces trucs. Après, quand j'ai vu, j'ai dit bon, on a perdu, on a fait une CAN honorable, on est passé, je suis tout, la Keto qui est parti fait sa connerie, ouais, Lalali, qu'est-ce qu'on fait là-bas, nanani, oui, je peux comprendre, mais voilà, on avance. On avance, on ne fait pas des trucs. Maintenant, bon, pour vous, dans la tête de beaucoup de confrères sénégalais, là, c'est, ouais, on a gagné, on a fait le truc et tout, et ils ne vont pas retenir la leçon du tout parce qu'ils vont juste voir la victoire. Mais moi, je dis, retenez le comportement de Sadio Mané, c'est ça qui reste. C'est ça qui est à faire. Pape Thiaw, moi, j'ai peur après Sadio Mané. Hein. C'est pour ça que moi, si j'étais président de la fédération, au lieu même que d'attendre d'abord que les gars de la CAF te sanctionnent, parce que c'est ça qui va arriver, je te sanctionne d'abord. Je te sanctionne même de 3 matchs là. Tu as un bon mois là. Le bon mois. Et tu payes une amende. Parce que ce que tu as fait, c'est hyper dangereux. Tu as mis en péril l'image du Sénégal et l'image de tout. Et on a failli perdre gros sur le football sénégalais. Et ça allait faire reculer le football sénégalais de 10 ans, eux qui ont fait un travail depuis 2012 pour une sottise comme ça, parce que Pape Thiaw là, ce qu'il a fait là, n'a pas pensé au Sénégal, il a pensé à lui. Pour ça, négocier. Pour moi, ce que Pape Thiaw a fait là, c'est la même chose que le penalty de Brahim Diaz. Ils ont pensé à eux avant tout le monde. Du tout. Et c'est Sadio Mané qui a pensé non seulement au Sénégal, non seulement à son image, non seulement au Sénégal, non seulement à l'image de son équipe nationale et à l'image de l'Afrique. Et ça se sent même dans ses commentaires. Il dit, je pouvais pas laisser que le football africain qui évolue déjà finisse dans une image comme ça. Et c'est magnifique ce qu'il a fait là. C'est pour ça que de tout de toute la deuxième étoile, de tout le truc injustice et autres et tout là, ce que je retiens, c'est que Sadio Mané est un grand homme. Que malheureusement, nous les Africains, on doit prendre l'exemple sur lui, mais les gens ne vont pas regarder ça, ils vont s'en foutre. Ce que je retiens de tout ça, et Pape Thiaw,
Oui, c'est pour moi le plus grand technicien sénégalais. Mais sa gestion humaine est catastrophique. Ses conférences de presse, attiser le feu, le truc, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Catastrophique. Et ça sera catastrophique le moment où Sadio Mané là. C'est pour ça que moi, après la Coupe du Monde, grande Coupe du Monde ou pas, je me sépare de lui. Je me sépare de lui et je mets Habib Beye. Je mets directement Habib Beye. Parce que Habib Beye aussi a le même profil, quelqu'un qui fait des trucs du jeu. Je vois ce qu'il fait à Rennes, c'est très beau ce que Habib Beye fait à Rennes. Et Habib Beye dans la gestion humaine, je pense pas qu'il serait comme Pape Thiaw. Moi, si j'ai ce truc, après la Coupe du Monde, je me sépare de Pape Thiaw. Direct. Parce que je sais, à long terme, ça va créer des trucs. Et même dans un vestiaire où il n'y aura pas Sadio Mané, ça va créer des frictions, des trucs qui vont aller dans un délire et autres et tout. Même si c'est un incroyable technicien. À long terme, c'est pour ça que moi, dès après la Coupe du Monde, si je suis président de la fédération et autres tout, j'enlève Habib Beye, j'enlève Pape Thiaw, je mets Habib Beye. Directement. Ce sera pareil au même. En tout cas, c'est ma vision. Bref, c'était un peu mon retour sur le truc. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.